Jacques, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette interview pour Orthomaster. On va échanger quelques minutes autour de la deuxième édition de ton livre consacré au trail et à la course sur route. Et on s'est dit qu'on allait peut-être en profiter parce que j'ai eu l'honneur de pouvoir participer à cette édition-là qui est ici et que vous allez pouvoir commander. On va mettre le lien juste en dessous. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir discuter autour de la course et des problèmes des coureurs. Donc merci beaucoup d'être là, Jacques. Merci Guillaume. Donc, je me présente, Jacques Pruvost, médecin du sport, passionné de course à pied depuis très très longtemps. J'ai fait beaucoup dans l'athlétisme, mais aussi dans les courses sur route. J'ai encadré les équipes de France d'athlétisme pendant une 30aine d'années. Et puis, j'ai encadré beaucoup de compétitions nationales ou internationales et de courses sur route. Et peut-être que vous verrez dans mon discours que de temps en temps, la part du métier que j'ai pas trop aimé, c'est-à-dire envoyer une dizaine de personnes à chaque fois que j'encadrais un trail ou un semi-marathon ou un marathon à l'hôpital en urgence. Ça, c'est une mauvaise partie du métier de médecin du sport de terrain et peut-être que vous le verrez dans tout mon discours. Alors, ce qu'on va peut-être faire déjà quand même, malgré tout, c'est une petite précision parce qu'on va parler de course à pied version endurance, c'est-à-dire course sur route, trail, mais on va pas forcément aborder tout ce qui est athlétisme, demi-fond, cross, n'est-ce pas? Alors non, mais tu as raison de mettre le doigt sur ce problème important, c'est que la course d'endurance, c'est un panel de courses très différentes. Ça va du 1500 mètres au 5000, 10 000 au cross aussi. Ça, c'est l'athlétisme, c'est pratiqué par des jeunes qui courent vite, à qui on a appris, qui sont bien encadrés, à qui on a appris à courir vite, qui sont même dès l'âge de minime cadet au-delà de 20 à l'heure. Et puis, il y a d'autres courses, le running, qu'on connaît en France depuis le début des années 80, qui est maintenant très bien connu, très bien encadré au niveau de l'entraînement, de la connaissance de l'entraînement. Et puis le trail, qui est encore une autre façon de faire de la course de fond. Et le trail, c'est très différent de la course sur route. Mais d'ailleurs, évidemment, entre-temps, il y a peut-être eu effectivement une explosion du running, du trail et même de l'ultra-trail maintenant. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde court, mais la question, c'est est-ce qu'on court mieux maintenant qu'avant? On court moins vite. Alors, je vais être un peu méchant là, mais beaucoup plus de monde court. Mais le dernier marathon de Paris et celui de Londres ont bien montré, j'aime bien montrer cet exemple, ont bien montré que ceux qui courent en moins de 3 heures, c'est-à-dire qui font du 14 à l'heure, ce sont les bons coureurs. Mais sur les 60 000 coureurs inscrits au marathon de Paris, par exemple, seulement 2000 courent en moins de 3 heures. Et par exemple, c'est un chiffre au marathon de Londres. Au marathon de Londres, c'est aussi 60 000 inscrits. 20 000 courent en plus de 5 heures. Donc, vous voyez, entre ceux qui courent en moins de 3 heures et ceux qui courent en plus de 5 heures, il y a une grosse différence. De manière synthétique, est-ce que tu pourrais nous donner la différence fondamentale, les différences biomécaniques et médicales entre le trail et la route et répondre à une question toute simple, est-ce que le trail est plus naturel que la course sur route? Parce que des fois on entend ça. Oui, je crois qu'il faut vraiment les différencier sur plein de plans, sauf sur les blessures qui sont pratiquement les mêmes. Mais sur le plan physiologie de l'exercice, c'est très différent. La course sur route, généralement c'est plat. C'est sur du bitume, il y a très peu de dénivelé. Le jeu, c'est à l'entraînement de savoir à quelle vitesse tu vas courir pendant 20 km ou 40 km, de déterminer cette vitesse de croisière et de s'entraîner un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. Et une fois que vous prenez le départ, vous mettez le régulateur de vitesse et vous courez sur la route comme vous mettez votre régulateur de vitesse sur autoroute. Le trail, c'est très différent.
très différent. C'est vraiment des dénivelés. Ça se fait en montagne, donc il y a montée et descente. La plupart du temps, on est à des altitudes difficiles. Et surtout, c'est la grosse différence, c'est le trailer, il doit s'adapter au terrain et au type de terrain. Quelquefois, le terrain sont des sentiers durs, mais raides, mais quelquefois sont des sentiers glissants. Et ça, c'est vraiment la grosse différence entre la course route où la glissance et la planéité, elle est logique, elle est habituelle, et le trail où là, on monte, on descend dans des pierriers, sur des roches qui glissent, et le pied et le travail du pied, le renforcement de tout ce qui est stabilité du membre inférieur, que ce soit au niveau du pied, du genou ou de la hanche, est essentiel en trail. Beaucoup plus que le travail à vitesse de course spécifique, comme c'est sur les courses sur route. Donc la grosse différence est là. Et alors, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui a changé dans l'entraînement entre elles en 8 ans? Maintenant, au lieu de courir et passer son temps à courir et à s'entraîner et généralement vite, les trailers ont bien compris que au moins une fois ou même 2 fois par semaine, il fallait faire de la musculation, se renforcer, stabiliser ses appuis, stabiliser ses articulations. Donc la part de renforcement musculaire et de stabilité ostéo-articulaire, elle est très importante dans le trail. Beaucoup moins que en course sur route, même si elle est aussi importante, mais elle n'est pas aussi essentielle en course sur route. Alors après, on va parler des chaussures. Les chaussures, par exemple, sont pas du tout les mêmes. Puisque la chaussure de trail, c'est s'adapter au terrain. L'essentiel, c'est l'accroche. En course sur route, l'essentiel, c'est la propulsion. Donc, l'outil, en tout cas, que sont les chaussures, est une approche intéressante des différences importantes entre trail et running. Je te propose aborder un sujet assez central qui sont les blessures du coureur. Il y a quand même des symptomatologies très typiques. On pense évidemment au syndrome rotulien, aux tendinopathie d'Achille, aux aponevrosies plantaires, au syndrome de l'essuie-glace ou de la bande iliotibiale. On va peut-être, si tu veux bien, parce qu'on ne va pas pouvoir tout aborder quand même une pathologie qui, je sais, te tient particulièrement à cœur, c'est la fracture de fatigue. C'est la blessure qu'il ne faut vraiment pas banaliser chez le coureur. Explique-nous un petit peu plus pourquoi. Alors oui, c'est vraiment la blessure numéro 1 quand on suit des athlètes, quand on suit des trailers et quand on suit des runners. Je crois qu'on arrive à 15-20% de blessures qui sont des atteintes osseuses. Parce que il faut pas perdre de temps à la diagnostiquer. Et c'est ça le problème numéro 1. On ne devrait jamais arriver à une véritable fracture de fatigue. On devrait pouvoir l'avoir diagnostiquée au moment où il y a un œdème osseux, au moment où le sportif a mal et au moment où il faut l'arrêter avant qu'elle se complique en fracture. Il faut vraiment bien mettre dans la tête de tous les professionnels de santé que la fracture, c'est le stade ultime d'un classement en 4 stades qui est un œdème osseux d'abord, soit vraiment médulaire, soit vraiment cortical, et puis la fracture, c'est le 4e stade. Donc notre jeu, c'est les repérer le plus vite possible, le plus tôt possible, parce qu'une fois qu'on est au stade de la fracture, là, l'arrêt est long. L'arrêt, c'est au moins 6 semaines, quel que soit le type de fracture. Question bête, mais à quel moment pour un sportif ou pour un soignant, une simple douleur d'entraînement doit commencer à inquiéter ? Non, c'est une question très logique. Ce qu'on apprend très vite et ce qu'on demande aux sportifs à apprendre, c'est essayer de repérer quelles sont les douleurs qui sont d'origine plutôt tendineuse, qui sont plutôt d'origine musculaire, qui sont plutôt d'origine osseuse et qui sont plutôt d'origine articulaire. Donc ça, le sportif, quand il met le doigt sur sa douleur et qu'il est sur un os et qu'il dit c'est là que j'ai mal, il doit déjà commencer à penser est-ce que j'ai pas une fracture de fatigue? Alors il y a aussi des groupes à risque.
des périodes à risque. Les groupes à risque, au niveau sexe, c'est vrai que les filles sont beaucoup plus soumises aux fractures de fatigue pour des raisons mécaniques, pour des raisons biomécaniques, pour des raisons hormonales. Donc la femme est l'avenir de la fracture de fatigue, quel que soit le type de course. Autre, c'est l'âge aussi. Il faut pas croire que les adolescents ne risquent pas de fracture de fatigue. Au contraire, c'est une période à risque, l'adolescence, et donc on peut très bien faire des fractures de fatigue en faisant 1h30 pour suivre papa-maman à l'âge de 14-15 ans et se retrouver avec une douleur osseuse tibiale importante. Donc attention, ça c'est un groupe à risque. C'est les adolescents, on ne sait pas trop. Après, toutes les études internationales le démontrent, c'est la limite des 70 ou 72 km par semaine. Au-delà de 70-72 km par semaine, il faut déjà les faire, mais beaucoup de coureurs les font. Là, on rentre dans le groupe à risque parce que surmenage osseux. Comme tu le disais, après le problème, c'est le traitement. Je voudrais insister parce que chez les femmes, on voit beaucoup de fractures de fatigue au niveau du bassin. Et pratiquement toutes les semaines, je vois des sportives, des coureuses à pied, des traîneuses qui traînent depuis 3 mois avec une douleur du bassin, à qui on a dit qu'elle avait une pubalgie ou une douleur d'adducteur et qui était en fait une fracture de fatigue d'un des os du bassin. Donc chez les filles, être très vigilant sur le bassin, chez les coureuses. D'accord. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Je te propose de te donner 4 mythes et idées reçues. Tu me diras si c'est un faux ou un tox. Et on va commencer par un des articles que tu as écrit dans le livre et auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. C'est le fameux syndrome de l'essuie-glace qu'on doit aujourd'hui qualifier de syndrome de la bandelette iliotibiale. Première idée reçue, c'est un syndrome qui est dû à un frottement du tenseur du fascia lata sur le condyle externe du genou. C'est vrai ou c'est pas vrai? La question, alors, j'allais dire le vrai, le faux et l'incertain. Là, on est plutôt dans l'incertain. On ne sait pas encore très bien si est-ce que ça frotte, est-ce que ça gratouille, est-ce que ça ripouille. On sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est le déclenchement. Et ça, c'est très intéressant pour éduquer les coureurs à pied, les sportifs. C'est qu'est-ce qui a déclenché ce syndrome? Qui est douloureux, qui est vraiment un problème très gênant, qui peut traîner des semaines. On appelle ça le syndrome de l'essuie-glace, mais bon, il faut le prendre au sérieux. Et du coup, qu'est-ce qui a déclenché ça? Parce que c'est toujours la pathologie du changement. C'est-à-dire que quand on voit arriver quelqu'un et les sportifs maintenant vous disent « Oh doc, j'ai mal au côté externe du genou, j'ai un syndrome de l'essuie-glace ». Donc le diagnostic est fait par le sportif ou son encadrement. Nous on dit « mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce que tu as fait pour déclencher ça? Est-ce que tu as changé de chaussures ? Est-ce que tu as changé de type d'entraînement? Est-ce que tu t'entraînais d'habitude sur le plat puis tu t'es mis à faire du dénivelé? Est-ce que tu as couru sur un côté de route un peu bizarre? Il faut pas grand-chose pour déclencher ça, parce que le corps s'habitue beaucoup et s'hyper habitue à une façon de fonctionner, et dès qu'on le change un petit peu, on sort un peu de ses habitudes, et on déclenche la pathologie. Donc le premier geste à faire face à un sportif qui a ce syndrome de la bandelette iliotibiale, c'est réfléchis, t'as fait une erreur quelque part, il faudra pas que tu la recommences, et c'est ça le jeu en course à pied, on fait tous des erreurs, et il faut savoir où est-ce qu'on a fait l'erreur. Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose de commun à toutes les pathologies inflammatoires, que ce soit périostite, tendinopathie finalement, que le changement de rythme, de course, de chaussures aussi influe négativement sur l'ensemble de ces pathologies qui vont donner des syndromes inflammatoires? Oui, tu as raison. C'est la rupture d'une certaine organisation, mais c'est vraiment un petit grain de sable, quoi. Il suffit, par exemple, on est habitué à faire trois
3 sorties par semaine. D'un coup, on se dit, je vais passer à 5, ou on est habitué à faire des sorties de 50 minutes par sortie. Et puis, on passe pour le faire mieux, on passe à 55. 5 minutes de plus suffisent à déclencher la problématique, quoi. C'est vrai pour toutes les blessures. T'as raison. Par exemple, ce qu'on voit très bien, nous en athlétisme, mais ça se fait aussi beaucoup en running et même en trail. Ce sont des coureurs, des sportifs qui s'inscrivent à un stage pour une semaine. C'est extraordinaire, ça se passe très bien ces stages. Et pendant une semaine, ils font que courir. C'est une très très bonne façon de progresser. Sauf que 8-10 jours après, on en voit les effets secondaires, et ça peut être, comme tu dis, une périostite, ça peut être une fracture de fatigue, ça peut être une bandelette, ça peut être une pubalgie. Donc, quand on a son rythme de croisière, à l'entraînement, on prend beaucoup de risques à changer ou en puissance ou en durée, l'entraînement et le type de l'entraînement. D'accord, super. Deuxième mythe que je te propose, plus je cours, plus je me blesse. Je te parle de ça par rapport à quelqu'un effectivement qui fait le marathon en 3 heures versus 5 heures. La différence entre l'intensité et le volume d'entraînement et aussi peut-être la différence entre les différentes pratiques et les différentes distances. Alors, je te remercie. C'est une question très difficile. Je dis toujours que, regardez les coureurs courir. Vous avez des coureurs qui courent n'importe comment. Ils sont très laids à voir. Il n'y a aucune fluidité. Ils se blessent jamais. Vraiment, au contraire, vous avez des gens qui disent, celui-là, il sait courir. Il a une belle foulée et on le voit tous les 15 jours au cabinet. Donc, il y a des éléments très compliqués dans la course à pied. Je crois que l'essentiel, c'est de faire passer l'idée que courir, c'est naturel, mais bien courir s'apprend. Donc, bien courir, c'est bien se positionner, être bien gainé dans la phase d'envol, donc apprendre beaucoup de choses sur le plan technique, et il faut du temps pour l'apprendre. Donc ça, dans tous les articles internationaux, un sportif qui a moins de 3 ans d'antécédents de pratique de la course à pied est considéré comme un débutant. Donc si tu veux, l'ancienneté de la pratique, c'est un phénomène très important. Alors, on le verra plus tard, c'est que quand on commence la course à pied, il faut se dire qu'on est un débutant pendant 3 ans et ne pas jouer les cadors tout de suite. Et concrètement, qui se blesse le plus? Ceux qui finissent le marathon en 3 heures ou ceux qui le finissent en 5h30? Là, on est dans l'incertain, tu vois. Je pense qu'on se blesse à tous les niveaux. D'accord. Plutôt parce que, alors il y a un chiffre à connaître, c'est que quand on court le marathon en 2h05, on a 22 000 impacts au sol. Quand on court le marathon en 4 heures, on est à 55 000 impacts au sol. Alors c'est sûr que plus on passe de temps sur la route, plus on a d'impact, plus on risque de se blesser. Ça, c'est sûr. On n'a pas forcément les mêmes problématiques sur la course elle-même. C'est-à-dire que ceux qui courent à haute intensité et à grande vitesse vont au bout d'eux-mêmes, mais sur le plan locomoteur. Au plan cardiovasculaire, c'est quand même rare qu'on ait des soucis. Alors que quand tu passes à plus de 4 heures au marathon, tu restes 5 heures sur le bitume, 4 ou 5 heures sur le bitume, les problématiques, elles sont cardiovasculaires, elles sont neurologiques, quelquefois, il y a des coups de chaleur, elles sont musculaires, elles sont au niveau de la glycémie, au niveau de l'hydratation. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques pendant la course. D'accord, très bien. Et justement, le prochain mythe, il est tout trouvé, enfin, il est assez naturel. C'est est-ce que l'expérience d'un coureur le protège des blessures? Est-ce qu'un vieux coureur, on va dire, pas, en tout cas non débutant, se blesse moins? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il accumule plus de micro-traumatismes?
Alors oui, pour les débutants ou pour les gens qui sont dans la lutte contre le surpoids, le diabète, qui veulent bouger alors ils bougeaient très peu, je pense qu'il faut faire des règles simples. Alors je leur dis, et ça les marque tous, respectez la règle des 3 R. C'est-à-dire 3 R, c'est régulier. Ça, c'est important. Vous allez commencer l'activité physique. Il faut que vous donniez 2 à 3 séances par semaine. N'allez pas plus loin, c'est déjà beaucoup. Essayez de trouver le temps dans votre emploi du temps, quand on travaille, quand on a des déplacements, quand on a une vie professionnelle et une vie familiale. C'est pas très facile de trouver 3 fois 1 heure où on peut faire de l'exercice. Essayez de les trouver. Si vous n'arrivez pas à commencer par 3 séances, ben vous commencez par 1 et puis 3 semaines après vous passerez à 2. Donc là, la progressivité est très importante. Après, c'est le raisonnable. On voit beaucoup et de plus en plus des gens qui se mettent au trail ou au running, ils sont pas raisonnables. Tu vas peut-être pas me croire, mais j'ai vu très récemment un chirurgien orthopédiste qui qui a décidé de faire un marathon et qui a couru 2 fois avant de faire 42 km 195. Bonjour, les œdèmes osseux. Évidemment, il était inquiet après parce qu'il avait mal partout aux 2 jambes. Donc le côté raisonnable, c'est important. Il faut vraiment une certaine progressivité et l'assumer. Et après, c'est raisonner. C'est-à-dire, c'est le plus important dans l'entraînement. C'est-à-dire, est-ce que courir tous les jours ou 3 fois par semaine sur le même circuit, à la même vitesse, est-ce que c'est intéressant? Ben non, il faut varier les temps de course, il faut varier les vitesses de course, et puis surtout, il n'y a pas que la course à pied. Vous pouvez faire un entraînement croisé, c'est-à-dire du vélo, faire du travail de renforcement, faire du pilates, et ça vous aidera au moins autant à faire des résultats. Donc no pain, no gain, on le garde pour la muscu. En course, par contre, on ne prend pas à la légère les douleurs parce que vu l'activité et le mouvement récurrent de la course, si on commence à forcer dessus et du coup on n'est pas, le deuxième R, on n'est pas raisonnable, on risque fort de se blesser et d'handicaper sa progression. Finalement, c'est ce que tu es en train de nous dire. Oui, alors ça, c'est une excellente question et qu'on nous pose au quotidien. C'est-à-dire, oui, je ne vais pas m'arrêter à chaque fois que j'ai mal. Non, vous avez raison, on se fait toujours il y a toujours une petite douleur, surtout quand on dépasse ses limites. Mais bon, quand ça ne passe pas au bout de 3 jours, il faut prendre patience, il faut commencer à s'inquiéter. Et puis, si elle est là au bout d'1 semaine et surtout vous pouvez pas courir dessus, bon, là, allez voir le médecin du sport ou allez voir le kiné du sport. Donc, surtout, ne pas négliger des petites douleurs qui traînent. D'accord. Et qui durent plus de 3 jours ou 7 jours, quoi. Alors on va passer à une autre partie, on l'a déjà un peu évoqué, et on a tous les deux ce sujet-là en passion, c'est les technopathies. On va commencer peut-être par les chaussures, parce que vraiment les chaussures ont évolué très très fortement ces dernières années. On a parlé de minimalisme, on a parlé de maximalisme, maintenant on parle de plaque carbone, on parle de marketing beaucoup et peu de réalité et d'essais comparatifs. Il y a une question qui est engageante, c'est aujourd'hui on a des chaussures qui sont censées faire courir plus vite, mais est-ce qu'elles blessent davantage? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire de notre pratique et de notre manière de courir avec des chaussures? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réapprendre ou apprendre à courir avec ces chaussures? Et surtout, comment décider de quel type de chaussures on a besoin sans forcément suivre des courants de pensée qui sont souvent dictés par du marketing? Magnifique question. Bon, là, tu as 24 heures, on peut en parler toute la nuit. Tu as 4 heures, vas-y. Non, mais ça, c'est la première question que nous posent les coureurs. C'est très difficile, a fortiori pour un débutant, mais pour tout le monde, dans la vie de tous les coureurs, c'est la première question. Est-ce que je garde les mêmes chaussures? Est-ce que je change de chaussures? Est-ce que je prends le risque de faire comme les grandes stars, à acheter les chaussures propulsives? La question de la chaussure, elle est centrale pour tout le monde, quel que soit le niveau de pratique.
et poursuivre des sportifs de très haut niveau qui sont payés par des marques qui leur imposent des nouveaux modèles tous les 3 mois. On voit très bien que le fait de changer de chaussures, même pour ces sportifs de très haut niveau qui sont internationaux, c'est traumatisant et c'est à l'origine de blessures. Donc ça, c'est vraiment la course à pied ou le trail, c'est prendre soin de ses chaussures, prendre soin quand on décide de courir et de changer de marque ou de modèle, hein, parce que ça, c'est un autre problème. Une fois que vous avez trouvé dans une marque le modèle qui vous convient, vous vous dites, c'est bien, je retourne au bout de 6 mois ou de 9 mois le chercher chez le vendeur de chaussures. Oh, il n'existe plus. Donc, on repart sur pratiquement de zéro. Alors, bizarrement, nous, on a été formés à l'idée, alors c'est vrai, les podologues, hein, les médecins, les rééducateurs, les kinés, on a été formés à l'idée dès qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent et qui vont faire courir plus vite, on va avoir des blessés. Donc là, depuis les plaques carbone, on était tous dans nos starting blocks, on va dire, pour se dire, alors, quelles sont les blessures que ça va engendrer? Surprise, pas beaucoup plus que d'habitude, même plutôt moins. Le problème quand même, c'est que ces chaussures à lame carbone sont assez hautes, hein, vous les voyez, il y a 40 mm d'épaisseur de mousse, donc elles engendrent une instabilité sur le membre inférieur. Alors, quand on court bien, qu'on fait de la préparation physique, qu'on sait gérer ça, qu'on va à 18 à l'heure, ça pose pas de problème en fait. Donc, je veux dire, ces coureurs élites, avec ces chaussures de champion, ils vont plus vite, pour plusieurs raisons, hein, et ils récupèrent plus vite. Ça, on n'a encore pas compris pourquoi. Enfin, scientifiquement, on a du mal à le comprendre, quoi. Autant c'est facile de comprendre pourquoi on va plus vite, autant c'est difficile de comprendre pourquoi le lendemain ou le surlendemain d'un marathon, ils ont plus mal aux jambes et 8 jours après, ils peuvent faire un 10 km ou un cross. Donc, ces nouvelles chaussures à lame de carbone, elles sont pas forcément traumatisantes pour quelqu'un qui se forme, qui fait de la préparation physique, qui court et qui sait courir. Pour quelqu'un qui débuterait, ce serait une énorme erreur d'essayer de porter ces chaussures-là. Pour quelqu'un qui débute ou qui court doucement, c'est-à-dire en dessous de 14 à l'heure, le jeu, c'est de trouver des chaussures solides, amortissantes, dans lesquelles on se met comme dans des chaussons. Il n'y aura pas de frottement et puis on va finir en 4 heures ou 5 heures. Donc c'est tout à fait différent suivant la vitesse de course. En fait, beaucoup de médecins du sport sont d'accord pour dire, et de podologues du sport sont d'accord pour dire, ce serait bien que ces nouvelles chaussures, elles soient vendues en donnant la vitesse de course qui est la meilleure pour les utiliser au maximum. Alors, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, mais attends, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Sur les chaussures. Là, ouais, bien sûr, sur les chaussures, parce que en fait, pour moi, c'est un vrai sujet et surtout, alors moi qui suis plutôt du côté appareillage, en plus, parce que quand on vient me voir sur des problèmes de proprioception, sur des problèmes d'entorse récurrente et de choses comme ça, évidemment, l'association avec les chaussures, elle est primordiale pour le patient. Donc c'est des sujets extrêmement récurrents pour beaucoup de professionnels de santé et c'est un sujet qui est récurrent évidemment pour les patients parce que contrairement à d'autres sports, je sais pas, tu fais du VTT, t'en as tout de suite pour 5000 balles de matos, alors qu'une chaussure, même la meilleure chaussure, t'en auras pour moins de 300 €. Et c'est vrai que du coup, quelqu'un qui se met à faire du running, il va se dire, allez, je peux quand même me permettre de mettre de l'argent pour avoir la meilleure paire. Et donc, forcément, il y a ce côté qui n'est pas forcément raisonnable dans le sens où je vais pas me demander quelle est la paire la plus adaptée à ma foulée, à ma course, à ma vitesse, mais qu'est-ce que je peux me payer? Et finalement, on se rend compte qu'on peut aller assez loin finalement dans le niveau de gamme des chaussures qu'on peut s'offrir en fait.
Oui, bien sûr. Mais alors, ces chaussures, elles sont capables de faire 200, 300 kilomètres. Donc, elles sont pas beaucoup plus chères qu'une paire de chaussures normales, mais il faut les changer tous les 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est difficile d'envisager quand vous êtes un coureur moyen et que vous n'avez pas envie de battre le record du monde ou même le record de France, de partir à s'habituer à courir avec ce type de chaussures qui sont quand même difficiles à maîtriser. Hein. Alors ça, c'est le troisième point sur lequel je voulais venir, c'est que quand tu vois, au-delà de la plaque carbone ou pas, mais quand tu vois aujourd'hui la densité de la semelle, surtout au niveau de l'arrière-pied, et je vais mettre une petite vidéo là de démonstration, où on voit que dès qu'on part en varus, valgus de cheville, bah, finalement on a aucun maintien. Oui. On se dit que ça c'est des machines à faire des entorses, c'est des machines à instabilité, et effectivement il est là aussi entre les gens qui ont une musculature et une architecture, on va dire, de course qui est vraiment bien construite et qui vont pouvoir filtrer en fait ce défaut-là, puisque clairement, on ne peut pas se reposer sur la chaussure pour nous stabiliser. Concrètement, pas du tout, même avec ces modèles-là. Et ceux qui vont se dire, bah tiens, comme ça, je vais avoir un super amorti, parce que c'est vrai que depuis que Nike Air nous a dit que l'amorti sous le talon, c'était le truc le plus important pour être bien dans ses baskets, on est tous à chercher des chaussures super amortissantes, alors que ce que tu as dit avant, c'est qu'aujourd'hui, on sait que sur route, ce qui est le plus important, c'est le dynamisme, le retour d'énergie. Alors, encore une fois, si tu veux, on est dans l'incertain. C'est-à-dire que tant qu'ils les auront pas essayés, on ne saura pas ce que ça va donner. Parce que y a des gens qui se défendent très bien contre l'instabilité transversale que tu décris et qui savent très bien rester dans l'axe. Et puis d'autres qui supportent pas ce type d'instabilité très vite, sans avoir des lames de carbone, hein, comme tu dis, tu as des chaussures amortissantes à semelle très haute, certains adorent, et c'est pas forcément des bons coureurs et ça se passe très bien et ils se blessent moins, et d'autres on leur dit si prenez cette marque là, vous allez voir, c'est des chaussons et vous allez être amorti, vous sentirez plus rien, et eux qui s'étaient jamais blessés, ça y est, ils se blessent parce qu'ils savent pas contrecarrer l'instabilité transversale déclenchée par ce type de chaussures. Donc là encore, si on n'essaye pas, on saura pas. Mais pourquoi changer de chaussures quand tout va bien ? Ça, c'est prendre un risque, hein, c'est tout. Hein. Un autre sujet, évidemment, connexe aux chaussures, c'est le type de foulée. Parce que depuis 10 ans maintenant, on nous rebat les oreilles avec les foulées pronatrices, supinatrices, avant-pied, médio-pied, talon. Est-ce que ça, c'est toujours pertinent ? C'est toujours un débat qui a cours. Et question subsidiaire, est-ce qu'il est pertinent de faire analyser sa foulée et d'adapter son entraînement ou son chaussage en fonction de ça ? Alors, pour la première partie de ta question, c'est-à-dire analyser une foulée avec valgus dynamique, etc. Quel est le problème ? Est-ce qu'on court avant-pied ? Est-ce qu'il faut courir médio-pied ? Est-ce qu'il faut faire attaque-talon ? Alors ça, je vais être un peu critiquable sans doute, mais c'est bizarre, c'est une question qu'on se pose jamais en athlétisme. C'est-à-dire que on est formé très tôt à savoir courir, on nous apprend à courir avant-pied, médio-pied, talon en fonction des sols, et ça rentre très vite dans nos habitudes. Donc ma réponse c'est si vous voulez éviter cette problématique-là, mettez vos enfants très tôt dans les écoles d'athlétisme et vous verrez qu'ils vont courir beaucoup plus vite que vous et ils vont pas se poser de questions eux pour savoir s'ils courent avant-pied ou médio-pied. Plus scientifiquement, ce qui est sûr, c'est que plus on va vite, plus on est à avant-pied. Mais c'est pas parce qu'on se met sur l'avant-pied qu'on va courir vite. Donc, mettre quelqu'un qui débute, qui a 40 ans, qui a jamais couru de sa vie, en lui disant courez avant-pied parce que tout le monde doit courir avant-pied, c'est une énorme erreur.
C'est une énorme erreur. Laissez-le vivre, laissez-le découvrir la course à pied et lui imposer un certain type d'appui, sûrement pas. Il va les découvrir. Surtout si son objectif, c'est de courir à 10 ou 11 à l'heure. Donc c'est une réponse peut-être ambivalente, mais là on est surtout dans des populations très différentes, pardon. Et avoir un dogme en disant il faut courir comme ça, mais non, la course à pied c'est la liberté, hein, avant tout. C'est se faire plaisir. Bon, le certain, c'est que si vous allez sur la piste, on va vous apprendre à courir avant pied. Mais si vous allez sur la piste, c'est parce que vous courez à plus de 20 à l'heure. Ça, c'est très très peu de coureurs qui en sont capables quand même. On va bientôt conclure. Et pour conclure, je voulais te poser quelques questions sur le running et la santé mentale, parce que c'est aussi des sujets qui sont abordés dans le livre. Je ne sais pas si c'était autant le cas sur la première édition, mais ça devient de plus en plus important parce qu'on entend parler de bigorexie, on parle aussi d'addiction, de culpabilité, de burn-out du coureur. Est-ce que tu peux nous définir ces notions-là, s'il te plaît ? Alors, c'est des notions au quotidien quand on suit des sportifs et surtout quand on suit des sportifs d'endurance. Alors, on parle de course à pied, mais par exemple, le triathlon, c'est pareil. La natation, ça peut être pareil. Donc, tous les sports d'endurance amènent à une sensibilité, une susceptibilité à toutes les problématiques de santé mentale. Vous l'avez vu tous, vous le voyez tous maintenant, les tennismen et les tenniswomen n'ont plus peur de dire qu'elles ont des problèmes de santé mentale. Donc c'est le sport intensif et le sport de haut niveau, pour les médecins qui les suivent, c'est un problème quotidien. Donc dans le sport de haut niveau. Mais c'est vrai aussi pour des sportifs plutôt moyens pour qui le sport remplit un vide et qui ne font que ça et qui ne vivent plus que pour ça. Alors on avait fait dans la première édition un gros chapitre sur le surentraînement ou le disentraînement, et sur cette deuxième édition on a épaissi tout ce qui est santé mentale et approche santé mentale. Donc il y a tout un chapitre sur le syndrome REDES qui regroupe ce que tu as décrit, c'est-à-dire le surentraînement, la bigorexie, les troubles nutritionnels, avec des choses intéressantes comme par exemple 3 niveaux. Et les sportifs qui se sentent pas très bien dans leur peau, qui sont en souffrance, ils essayent de se positionner sur les 3 niveaux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dans le vert, donc ils n'ont pas de problème? Est-ce qu'ils sont dans l'orange? Et là, il faut commencer à s'en occuper et il y a besoin de les prendre en charge. Ou est-ce qu'ils sont dans le rouge? Et là, ça devient une véritable pathologie. Donc ça a été très bien abordé par une médecin généraliste qui est aussi traileuse. Et puis, on a fait intervenir Éric Lacroix, qui a été un extraordinaire trailer, qui est réunionnais maintenant, et qui a parlé de suivi des sportifs, du suivi psychologique des sportifs qui ont des problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas récent, mais qu'on voit de plus en plus souvent, qui demande beaucoup d'énergie pour les soignants et à suivre chez les sportifs qui déclenchent ce type de pathologie. Et il faut savoir les repérer, les prendre en charge. Mais ce sont des sportifs en souffrance. Donc il y a du travail pour les médecins, les psychologues, les préparateurs mentaux, et ils ont vraiment besoin d'un suivi et d'un accompagnement et d'être écoutés. Super. Écoute, pour finir, je te propose de faire un petit format question dynamique, réponse courte, en une phrase maximum, d'accord ? Ah, ça va être simple, ça. Je le sens, le chose. Tu sens le piège. Alors, première question, quelle est la plus grosse erreur, selon toi, des coureurs ? Ah, c'est en faire trop et trop vite. D'accord. La blessure la plus sous-estimée ? Ah, je reviens toujours à la fracture de fatigue, ouais. Le meilleur exercice de prévention ? Une séance de renforcement ou de pilates chez un bon kiné. D'accord. Marche ou repos complet quand on a mal ?
Bonne question. J'ai toujours entendu dire par les entraîneurs de très haut niveau que j'ai suivis que récupérer, c'était pas ne rien faire. Donc oui, ou marcher, ou faire du vélo, ou faire de la natation, ouais, faire un petit peu, mais sans tirer sur la corde. Hein. C'est simplement pour se délasser, pour récupérer, pour se changer les idées. Chevillère de contention élastique, classe 3, pour améliorer la proprioception et prévenir en prévention secondaire la récidive d'entorse en cas de cheville instable. Oui, alors ça me paraît intéressant et logique et c'est sûrement une bonne chose à prescrire. Mais la première chose, c'est de renforcer, de stabiliser et de faire du travail de musculation. Bien sûr. Enfin, ça me paraît être important de les associer, en tout cas, tous les deux. Fractionné, indispensable ou pas? Alors, le fractionné, oui, indispensable, mais pour les meilleurs. Pour les coureurs qui sont au-dessus de 3h30 ou 4 heures en marathon, non, au contraire. Alors ça, c'est une nouvelle approche, et ça, c'est le trail qui nous a appris ça. Hein. C'est que le fractionné, l'intérêt du fractionné, c'est d'approcher la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie. On le sait, pour des distances longues, comme le marathon, faire du fractionné, ça n'a aucun intérêt, c'est même plutôt délétère. Donc les marathoniens français, maintenant, si tu as regardé le dernier marathon de Paris, le français qui est 5e, il dit qu'il a progressé depuis qu'il a arrêté de faire du fractionné. Donc quand on fait du long, c'est pas utile de s'approcher de sa VMA, qui est le rôle du fractionné. D'accord. Dernière question, une idée reçue que tu aimerais voir disparaître? Alors actuellement, moi ce qui me fait peur actuellement, c'est le marathon, c'est facile, le trail, c'est facile, on peut tout faire. C'est-à-dire la banalisation de s'inscrire ou de réaliser un trail ou un marathon. Non, c'est une course, c'est chaque fois des courses difficiles. C'est des aventures pour des gens qui n'ont pas l'habitude de courir. Donc c'est des aventures au plan métabolique, au plan cardiologique, au plan locomoteur. Du coup, la banalisation me semble dangereuse. Vraiment. Et puis le deuxième danger, mais ça va avec, c'est qu'il n'y a plus de limite. On fait des doubles ultra trail, on fait des quadruples triathlons, on fait des 100 km. Bon, est-ce que c'est bon pour la santé? Rien n'est moins sûr. Eh ben super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à passer pour les soignants coureurs ou les coureurs qui vont pouvoir retrouver tous ces conseils dans ton livre? C'est passionnant, mais c'est pas toujours facile d'encadrer un compétiteur ou quelqu'un qui est dans la bigorexie, c'est-à-dire qui veut absolument faire du sport et plus que d'habitude. Donc, à mon avis, il faut bien connaître la physiologie de l'entraînement. Et ça, malheureusement, c'est pas encore très très bien connu. Et puis surtout, la chose à dire à nos patients, c'est adapter votre pratique sportive à ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, j'y reviens, vous avez une vie professionnelle, vous avez des enfants, vous faites des déplacements pour aller au boulot, vous avez un mari, vous avez une famille. Où est-ce que vous allez placer vos heures d'activité physique? Et ça, c'est le jeu pour nous, c'est de dire, attention, 5 fois, c'est beaucoup. Vous récupérerez pas si vous travaillez. Donc, je pense que la course à l'échalote pour en faire le plus possible, c'est dangereux et c'est à nous de les limiter. En disant, oui, vous allez en faire moins, vous ferez pas le marathon en moins de 3 heures, et alors? Faites-vous plaisir. La course à pied, c'est la liberté, c'est le plaisir. Le sport, c'est le plaisir et c'est pas de se faire mal à tout prix. Moi, ce que j'ai tendance à dire aux gens qui courent et qui se blessent, c'est que le meilleur coureur, c'est pas forcément celui qui court le plus vite, mais c'est celui qui courra encore dans 10 ans.
pour dire que c'est une belle aventure, la course à pied, mais c'est une belle aventure qui doit se vivre sur le long terme et la recherche de la performance immédiate, c'est pas toujours le bon plan si on veut avoir cette passion qui dure. Ben, c'est exactement ça. C'est si vous voulez aller loin, ménagez votre monture. Et c'est le jeu de la course à pied, c'est-à-dire que on apprend tous les jours en course à pied, même après 40 ans de pratique, et c'est de pas faire d'erreur pour courir le plus tard possible. Ça, tu as raison, c'est vraiment un message essentiel, quoi. Eh ben merci beaucoup Jacques, merci pour cette interview et ce moment passé, on a appris plein de choses, comme d'hab, j'ai envie de dire. Je t'en prie, merci de m'avoir reçu. Et puis, tu vois, le laboratoire est pas trop désagréable ici. Hein. Eh ben, super. Merci beaucoup. Retrouvez le livre. On va mettre évidemment toutes les coordonnées du bouquin en description. Et puis, n'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est une mine d'or. C'est la Bible vraiment pour prendre en charge les sportifs et avoir des conseils qui sont accessibles et opérationnels, directement applicables. Merci beaucoup Jacques, à très bientôt. À bientôt Guillaume. Salut. Salut.